Le discours de la dernière chance, du qui tout double pour le président Ben Ali jeudi soir à la télévision. Après un je vous ai compris, il promet presque tout aux Tunisiens, la baisse des prix, la liberté totale d'information, l'accès à Internet et surtout l'arrêt des tirs à balles réelles. Il évoque sa fin de règne. En 2014, il ne briguera pas un nouveau mandat. Dans les rues de la capitale, ses partisans exultent, mais au même moment, toujours à Tunis, une dizaine de personnes qui bravaient le couvre-feu sont abattues. Au lever du jour devant les titres d'une presse favorable au régime, beaucoup ne sont pas convaincus. C'est sous la pression du peuple qu'elle a fait ça. C'est trop tard. C'est trop tard. Il y a 70 morts en même temps qu'elle est en train de faire son discours. Il y avait des morts à Kérouane, en centre-ville. Et on n'a plus confiance. Direction pour des milliers de Tunisiens, le cœur de la capitale, l'avenue Bourguiba et un symbole de l'État policier, le ministère de l'Intérieur. Les forces de l'ordre restent en retrait. Certains militaires sont même invités à rejoindre le mouvement. Partout, des slogans hostiles au régime car tous ne veulent qu'une seule chose, le départ pur et simple du président Ben Ali. On est libre, on est libre, filmez-nous, on n'a pas peur. On n'a pas peur, pas la terreur, pas le dictateur. C'est en début d'après-midi qu'ordre est donné aux forces de police de disperser la foule rassemblée devant le ministère de l'Intérieur. Des centaines de manifestants se retrouvent cernés par les gaz lacrymogènes et les tirs à balles réelles. Le sang a une nouvelle fois coulé dans la capitale. En fin d'après-midi, devant leur poste de télévision, les Tunisiens apprennent que le président vient de limoger son gouvernement et appelle à des élections législatives anticipées. Mais l'état d'urgence est vite décrété dans tout le pays. L'espace aérien est fermé. L'armée a pris le contrôle de l'aéroport international de Tunis. Ultime rebond quelques heures plus tard, ce n'est plus Ben Ali qui parle à la Tunisie, mais son Premier ministre. Mohamed Ghannouchi annonce assurer l'intérim du pouvoir. Le président Ben Ali, après 23 ans de règne, a finalement plié. Alors une révolution qui s'est passée aussi beaucoup via les nouvelles technologies. Vous avez commencé ce plateau avec le téléphone, avec Internet. La parole a été libre, parfois coupée et relibre. Oui, c'est ça. 3,5 millions de Tunisiens sont branchés sur Internet. C'était incroyable. Facebook, tout ça. Enfin, sans arrêt. La parole a circulé là-dessus. La première chose, c'était de couper les réseaux sociaux. La première chose, ça a été de les remettre par Ben Ali. Le soulèvement égyptien commence le 25 janvier, avec d'emblée des milliers de manifestants sur la place Tahrir et des slogans qui rappellent la chute de Ben Ali en Tunisie 10 jours auparavant. C'est la réaction populaire à l'immolation par le feu de 5 désespérés, comme en Tunisie. Très vite, les manifestations dégénèrent. Des opposants arrachent des portraits d'Hosni Moubarak et s'attaquent aux forces anti-émeutes. Notre message tient en un mot. Président Moubarak, partez. Nous ne voulons plus de vous. Nous ne supportons plus votre système de gouvernement. Le Caire est en pleine ébullition la nuit du jeudi 27 janvier. Plusieurs milliers de personnes sont arrêtées. C'est le moment que choisit Mohamed El Baradei, prix Nobel de la paix, qui se présente comme une alternative au pouvoir d'Hosni Moubarak pour rentrer en Égypte. Nous avons besoin de changement, on a besoin d'une nouvelle Égypte, plus démocratique, basée sur plus de justice sociale. Le vendredi 28, les manifestations dégénèrent. On parle de 62 morts dans les affrontements avec la police. Le couvre-feu est imposé au Caire, à Suez et à Alexandrie. Moubarak commence à lâcher du lest et promet des réformes ainsi qu'un changement de gouvernement. J'ai entendu votre revendication de liberté, mais c'est une nécessité absolue de maintenir la sécurité et la stabilité du pays. Mais cela ne suffit pas. Même Barack Obama lui fait clairement sentir qu'il doit céder la place. Le calme ne revient pas, malgré un impressionnant déploiement de force. Centre-ville bouclé par les blindés. Le 1er février, c'est la marche du million en plein cœur du Caire. Le chiffre sera même dépassé. L'armée
annonce qu'elle ne fera pas feu sur la foule. Alors pour calmer le jeu, Moubarak déclare qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle de septembre, mais il ne démissionnera pas. مثلما هو وطن كل مصري ومصرية فيه عشت وحاربت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه وعلى أرضه أموت. Contre toute attente, les partisans de Hosni Moubarak viennent à sa rescousse sur la place Tahrir. Ils arrivent à dos de chameau, à cheval, surgis de nulle part. Hommes de main, policiers en civil, militants du parti au pouvoir. Les affrontements avec les anti-Moubarak sont sanglants, sans pitié. Ils feront en 2 jours 8 morts et 900 blessés. La contre-offensive des partisans de Moubarak ne décourage pas les opposants, qui décrètent la date du 4 février, vendredi du départ. Malgré la pression de la rue, Moubarak ne cède pas et fait de nouvelles concessions. Il va accepter que le pouvoir dialogue avec ses ennemis de toujours, les frères musulmans. Mais encore une fois, cela ne suffit pas. Il ne restait qu'une carte à Moubarak, la démission. Ça patine, mais bon, 3 mois d'une campagne un petit peu poussive, on va dire. Ça a commencé le 17 au 19 mars, c'est sur un rythme un peu échelonné, le début des frappes. Des Rafales comme celui-ci, l'avion emblème de l'aviation française, des Mirages, des Tornados anglais, des Tomahawks américains, ça c'est des missiles. Tout ça pour appliquer l'exclusion aérienne, c'est-à-dire la destruction de radars et de batteries anti-aériennes parce que Kadhafi n'a plus d'aviation pour ainsi dire. Et aussi la destruction de chars. Ça, c'est la première phase. Bien, ça a sauvé la rébellion dans cette première phase. Ensuite, on est passé à une phase OTAN qui prend la main à partir du 24 au 31 mars. Encore une fois, c'est échelonné. Les États-Unis retirent leurs avions de chasse et donc on n'est plus qu'entre Français, Britanniques et quelques pays petits, très actifs mais très petits. Et nous envoyons le porte-avions Charles de Gaulle sur zone et là encore davantage d'avions de chasse Rafale. Et enfin, la dernière phase qui commence le 4 juin et si vous voulez, là on arrive au maximum de puissance militaire. Le bâtiment de projection de commandement, le Tonnerre, amène les Tigres français, c'est-à-dire les hélicoptères de combat, et les Anglais en font de même avec leurs bateaux à eux. Abdelaziz Bouteflika va lever l'état d'urgence en place depuis 19 ans. Un geste d'ouverture du président algérien envers ses opposants. L'état d'urgence avait été décrété au plus fort des violences islamistes, mais n'a plus lieu d'être, martèle l'opposition. Une concession du chef de l'État qui vise clairement à éviter un embrasement du pays, à l'image de la Tunisie et de l'Égypte. Reste à savoir si cela suffira. Il a aussi promis un accès de tous les partis aux médias et des mesures en faveur de l'emploi, mais pas question d'autoriser des manifestations à Alger. Or, une grande marche pour la démocratie est prévue le 12 février. Début janvier, 5 jours d'émeutes contre la vie chère avaient fait 5 morts et plus de 800 blessés. Et quelques jours plus tard, les forces de l'ordre avaient empêché un rassemblement convoqué par un parti d'opposition. Dans un discours à la nation qualifié de rare, le roi du Maroc, Mohamed VI, a annoncé hier soir une réforme de la Constitution et la désignation d'une commission chargée de préparer des propositions d'ici le mois de juin. Il a précisé que cette réforme serait soumise à un référendum populaire. Notre initiative en faveur d'une réforme constitutionnelle est considérée comme un pas essentiel pour renforcer notre démarche démocratique et notre politique de développement, a ajouté Mohamed VI. La consolidation de l'état de droit, l'élargissement du champ des libertés individuelles et collectives, ainsi que le renforcement du système des droits de l'homme dans toutes leurs dimensions figureront dans la prochaine réforme constitutionnelle, a précisé le roi du Maroc. Le Premier ministre sera nommé selon la prochaine constitution au sein du parti politique arrivé en tête des élections de la première chambre du Parlement marocain et non plus désigné par le souverain, précise le discours royal. La réforme devrait selon lui renforcer l'indépendance de la justice et entre autres le rôle des partis politiques. Le 20 février, plusieurs milliers de Marocains, inspirés par les révolutions tunisiennes et égyptiennes, étaient descendus dans les rues pour réclamer des réformes politiques. Les jeunes et les manifestants sont en effet totalement opposés à ce plan qui ne prévoit pas de départ immédiat du président et qui lui accorde en plus une immunité ainsi qu'à son entourage. Les manifestations et les sit-ins continueront donc jusqu'à ce que Saleh quitte de façon définitive le pouvoir car c'est leur unique moyen de pression.
De plus, beaucoup restent sceptiques qu'attend l'effet de cette signature. L'accord n'offre pas de réelle garantie quant au départ du président après les 30 jours. Et d'après la Constitution, le Parlement a le droit de refuser la démission du président, ce qui pourrait être une excuse parfaite pour Saleh pour tenter de rester au pouvoir plus longtemps. Les manifestations de ce vendredi en Syrie auraient fait une dizaine de morts, dont une fillette ici à Homs. Les autorités accusent des bandes armées de tirer sur les manifestants. Plusieurs milliers de Syriens sont descendus dans les rues de toutes ces villes en faveur de la liberté. Pour la première fois, il y a eu aussi des défilés dans la région à majorité kurde du Nord. Les opposants sont déçus par l'attitude de Bachar al-Assad, qui n'a pas proposé de réforme démocratique après 15 jours de contestation. Mercredi, le président a affirmé que son pays était confronté à une conspiration et n'a pas aboli l'état d'urgence en vigueur depuis 48 ans. En ce vendredi de prière, une grande partie du pays s'est enflammée. La colère fait tache d'huile. Il y a 6 mois, débutait en Tunisie et en Égypte ce que l'on a fini par appeler le printemps arabe. À l'origine de la vague de révolte, l'acte désespéré d'un marchand de fruits qui s'est immolé en Tunisie le 17 décembre dernier. À chaque fois, une colère commune, le sentiment d'injustice. Tout est parti de frustrations économiques accumulées depuis des années, même dans des pays qui s'en sortaient plutôt bien, comme l'Égypte. Beaucoup de gens ont eu l'impression de faire face à des gouvernements corrompus qui ne partageaient pas les fruits de la croissance. La Tunisie se prépare pour des élections annoncées en octobre, mais du côté de l'Égypte, malgré 3 semaines de manifestations ininterrompues qui ont bouté Hosni Moubarak hors du palais présidentiel, la transition vers un gouvernement plus représentatif ne semble pas encore à l'ordre du jour. Mais les Égyptiens n'ont pas perdu espoir. 6 mois après la révolution, tout n'est pas réglé bien sûr, mais déjà beaucoup de choses ont changé. Après l'Égypte, les révoltes ont gagné le monde arabe, mais jusqu'à ce jour, les leaders de la Libye, de la Syrie et du Bahreïn ont refusé de démissionner, matant brutalement les protestations du peuple. Et malgré des aspirations communes, le résultat des révoltes est très différent d'un pays à l'autre. Tous ces pays ont été gérés autocratiquement pendant si longtemps avec des dirigeants militaires très puissants. Alors la transition ne peut pas se faire directement. S'ils essaient de le faire trop rapidement, vous aurez la même situation qu'en Turquie ou au Pakistan dans les années 80, quand les militaires tiraient les cordes en coulisses pendant que des gouvernements fantoches tombaient les uns après les autres. En Libye, les rebelles soutenus par les forces aériennes de l'OTAN continuent à se battre pour mettre fin au règne de plus de 40 ans de Kadhafi. En revanche, en Syrie, au Bahreïn et au Yémen, il n'y a toujours aucun consensus international concernant une intervention. Les mouvements démocratiques qui ont donc été très affaiblis. Les révolutions peuvent certes s'étendre encore à d'autres pays, mais les 6 derniers mois ont démontré que leur succès n'est pas garanti.